Le soleil de juin caressait les façades historiques de Besançon, leurs pierres dorées semblant murmurer les secrets d'une ville où les apparences comptaient plus que tout. Dans la bibliothèque municipale, Élise Fournier rangeait les livres avec une précision mathématique, ses doigts effleurant délicatement les reliures comme s'il s'agissait de trésors fragiles. À 25 ans, elle connaissait chaque recoin de cet édifice centenaire, chaque craquement du parquet, chaque rayon de lumière qui traversait les hautes fenêtres à des heures précises. C'était son refuge, son royaume silencieux, là où les mots des autres ne pouvaient pas l'atteindre. « Regardez qui voilà, la retardée qui parle au livre », chuchota une voix moqueuse derrière les rayonnages. Élise serra le livre qu'elle tenait contre sa poitrine, son cœur battant plus vite. Elle reconnaissait cette voix, Marion Duval, une habituée qui prenait un malin plaisir à la tourmenter depuis le lycée. Elle va finir comme ces vieux bouquins, poussiéreux et intouchés, renchérit une autre voix, suivie de rires étouffés. Élise continua son travail, méthodique, précise. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne s'arrêta pas. Dans sa tête, elle récitait les premiers vers du Lac de Lamartine, comme sa mère le lui avait appris pour gérer son anxiété. « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. » Madame Rousseau, la directrice de la bibliothèque, passa près d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Élise, pourriez-vous réorganiser la section poésie du XIXe siècle? Vous êtes la seule à connaître parfaitement l'ordre chronologique des éditions. » Un petit sourire éclaira le visage d'Élise. Elle hocha la tête, reconnaissante pour cet échappatoire. Ses pas la menèrent vers son domaine de prédilection, là où les vers de Hugo, Musset et Baudelaire l'attendaient comme de vieux amis. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour-là, alors qu'elle se réfugiait dans son monde de poésie, quelqu'un l'observait depuis l'entrée de la bibliothèque. Julien Delacroix, héritier du groupe Delacroix, venait de franchir le seuil, attiré par une étrange familiarité dans la silhouette de cette jeune femme aux gestes délicats. Il la regarda manipuler les livres avec une grâce particulière, et un souvenir lointain émergea dans son esprit. Une petite fille silencieuse, au bord du lac Mico, des yeux d'une intelligence rare, et le goût de l'eau dans sa bouche, alors qu'il reprenait conscience. Julien Delacroix resta immobile à l'entrée de la bibliothèque, fasciné par cette silhouette qui réveillait en lui des souvenirs enfouis depuis 24 ans. Les rayons du soleil traversant les vitraux créaient un halo presque irréel autour d'Élise, tandis qu'elle continuait à ranger les livres, inconsciente de sa présence. Dans son costume sur mesure, Julien détonnait au milieu des habitués de la bibliothèque municipale. Il aurait dû être en train de superviser la rénovation du grand hôtel Delacroix, le joyau architectural que son père lui avait confié de restaurer. Mais quelque chose dans cette jeune femme le clouait sur place. Monsieur Delacroix, la voix de Madame Rousseau, le tira de sa contemplation. « Quelle surprise de vous voir ici. Je suppose que vous venez pour la collection d'ouvrages sur l'histoire de l'hôtellerie byzantine. »« Oui, en effet. » mentit-il avec l'aisance que confère l'habitude des mondanités. Ses yeux, pourtant, ne quittaient pas Élise. Cette jeune femme... « Élise, elle est notre petit trésor !» sourit Madame Rousseau avec une fierté maternelle. Elle connaît chaque livre, chaque édition, une mémoire extraordinaire, mais si peu comprise. Un groupe d'adolescents passa près d'Élise, l'un d'eux la bousculant délibérément. Les livres qu'elle tenait s'éparpillèrent sur le sol dans un bruit sourd qui résonna sous les hautes voûtes. Sans réfléchir, Julien s'avança pour l'aider. Leurs mains se frôlèrent, en ramassant un exemplaire des Contemplations de Victor Hugo. Élise leva les yeux vers lui, et Julien fut frappé par leur profondeur, les mêmes yeux qui l'avaient fixé ce jour-là, au bord du lac, quand il pensait que tout était fini. « Je peux ranger seul, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Merci, monsieur. »« Julien, » répondit-il doucement. « Je m'appelle Julien. » Un silence chargé de non-dits s'installa entre eux. Élise serra le livre contre elle, comme un bouclier. Dans sa tête, les souvenirs d'une journée d'été au lac Mico dansaient aussi. Un garçon qui se débattait dans l'eau, ses propres bras qui le tiraient vers la berge, la peur qui, pour une fois, n'avait pas paralysé ses gestes. « Le lac !» dit-elle soudain, surprenant Julien. « Vous étiez au lac !»
Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Pendant toutes ces années, il avait cherché à retrouver cette petite fille qui l'avait sauvée, celle que tout le monde avait prise pour une simple passante, trop silencieuse pour être remarquée. Et maintenant, elle était là, devant lui, toujours aussi discrète, mais irradiant cette même force tranquille qui l'avait arrachée aux eaux sombres du lac Mico. Le soir tombait sur la rue des Lilas, une artère modeste du quartier populaire de Besançon. Élise montait lentement les marches usées de son immeuble, son esprit encore troublé par la rencontre à la bibliothèque. Dans son sac, elle serrait un exemplaire des Contemplations, celui que Julien avait touché. « Maman, je suis rentrée », annonça-t-elle doucement en poussant la porte de l'appartement. Claire Fournier était assise près de la fenêtre, ses mains occupées à tricoter, malgré la fatigue visible sur son visage. La sclérose en plaques avait peu à peu diminué ses forces, mais pas sa détermination. « Ma chérie, tu as l'air différente ce soir. » Élise posa son sac et s'approcha de sa mère, leurs regards se croisant dans la lumière déclinante. « J'ai revu quelqu'un aujourd'hui, le garçon du lac. » Les aiguilles à tricoter s'immobilisèrent. Claire se souvenait parfaitement de ce jour-là, 15 ans plus tôt. Sa fille de 10 ans, trempée jusqu'aux os, lui racontant d'une voix hachée comment elle avait vu un garçon se débattre dans l'eau et avait nagé jusqu'à lui sans réfléchir. C'était la seule fois où Élise avait agi de manière impulsive. « Le petit Delacroix » demanda Claire, surprise. « J'avais entendu dire qu'il était revenu en ville, mais il n'est plus petit, » sourit légèrement Élise. « Il est différent aussi. » De l'autre côté de la rue, des voisins les observaient depuis leur balcon. Les rumeurs circulaient déjà. On avait vu Élise parler avec l'héritier Delacroix à la bibliothèque. Certains ricanaient, d'autres spéculaient. Dans ce quartier où tout le monde se connaissait, où les secrets avaient la durée de vie d'une rose en plein soleil, l'information se répandait comme une traînée de poudre. « Madame Dubois dit qu'il est revenu pour transformer le grand hôtel », continua Claire, observant attentivement sa fille. « Les journaux en parlent beaucoup. » Élise s'approcha de la bibliothèque familiale, leurs vieux livres soigneusement rangés par ordre alphabétique. Ses doigts caressèrent les reliures familières. « Il m'a reconnu, maman, après toutes ces années. » « Ma chérie », Claire hésita, cherchant ses mots. « Le monde des Delacroix est très différent du nôtre. Je ne veux pas que tu souffres. »« Je sais, » murmura Élise, « mais peut-être que certaines différences ne sont pas si importantes. » Elle sortit de son sac le livre de Hugo et l'ouvrit à la première page. Là, glissée entre les pages, une carte de visite, Julien Delacroix, directeur du développement, groupe Delacroix. Au dos, une écriture élégante. Le courage ne fait pas de bruit. Je n'ai jamais oublié. Dans la rue, les lampadaires s'allumaient un à un, créant des îlots de lumière dans l'obscurité grandissante. Élise resta un long moment à contempler ces mots pendant que sa mère reprenait son tricot, le cliquetis des aiguilles rythmant leurs pensées silencieuses. Au loin, les cloches de la cathédrale Saint-Jean sonnèrent 8 heures, leur mélodie se mêlant aux murmures persistants de la rue des Lilas. Dans le quartier prestigieux de Chapray, Julien faisait les 100 pas dans son bureau du grand hôtel Delacroix. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de Besançon, mais son esprit était ailleurs, dans une bibliothèque municipale où le temps semblait s'être arrêté. « Monsieur Delacroix, votre père est en ligne », annonça sa secrétaire depuis l'interphone. Julien passa une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. « Passez-le-moi, Sophie. »« Julien !» La voix d'Étienne Delacroix, autoritaire même à travers le téléphone, emplit la pièce. « J'ai reçu des échos intéressants de Besançon. Il paraît que tu fréquentes la bibliothèque municipale. Je fais des recherches sur l'histoire de l'hôtel, » répondit Julien, évasif. « Et ces recherches incluent de parler avec une jeune femme un peu particulière. » Le ton de son père était chargé de sous-entendus. Julien serra les poings. « Elle s'appelle Élise Fournier, père, et elle m'a sauvé la vie il y a 15 ans. » Un silence pesant s'installa. « Ah, la petite du lac !» dit finalement Étienne. « Je comprends mieux, mais Julien, tu dois faire attention. Les gens parlent. La famille Delacroix a une réputation à maintenir. » « Une réputation basée sur quoi, exactement ?» La voix de Julien était calme, mais ferme. « Sur notre capacité à ignorer ceux qui nous ont aidés ? Ne sois pas dramatique, soupira Étienne.
Je dis simplement que tu dois être prudent. Le conseil d'administration surveille chacun de tes mouvements. Le projet de l'hôtel est crucial pour notre expansion à l'Est. Après avoir raccroché, Julien s'approcha de la fenêtre. En contrebas, les ouvriers s'affairaient sur le chantier de rénovation. Le grand hôtel de la Croix allait redevenir le joyau architectural qu'il était au début du siècle dernier. Mais à quel prix? Sur son bureau, une pile de magazines économiques affichait son visage en couverture. Julien Delacroix, l'héritier qui modernise le luxe à la française. Des articles soigneusement rédigés qui ne parlaient que de chiffres, de stratégie, d'acquisition. Rien sur le garçon de 10 ans qui avait failli se noyer. Rien sur la petite fille qui l'avait sauvé sans rien demander en retour. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Sophie, annulez mes rendez-vous de demain matin. Et pourriez-vous me trouver le plus beau bouquet de lilas de la ville? Oui, des lilas, à livrer à la bibliothèque municipale. » Le lendemain, quand Élise arriverait à son travail, elle trouverait non seulement les fleurs, mais aussi une note. Les lilas sont comme les souvenirs. Leur parfum reste longtemps après leur passage. Accepteriez-vous de prendre un café avec moi? Dans les rues élégantes de Chapperet, les habitants commençaient déjà à murmurer. L'héritier de la Croix, en voyant des fleurs à la bibliothécaire, étrange! Quel scandale! Quelle histoire! Mais pour la première fois de sa vie, Julien se surprit à ne pas se soucier des murmures. Il avait passé trop d'années à écouter les autres. Peut-être était-il temps d'écouter son cœur. L'odeur des lilas envahissait l'entrée de la bibliothèque ce matin-là. Élise resta figée devant le somptueux bouquet, ses doigts effleurant délicatement les pétales mauves. Autour d'elle, les premiers visiteurs chuchotaient, leur regard oscillant entre les fleurs et la jeune femme. C'est vraiment pour elle? Les Delacroix ne font jamais rien comme les autres. Vous croyez qu'ils se moquent d'elle? Madame Rousseau s'approcha d'Élise, un sourire bienveillant aux lèvres. Ma chérie, ces fleurs sont magnifiques. Et regardez, il y a une note. Les mains tremblantes, Élise ouvrit l'enveloppe. L'écriture élégante de Julien dansait sur le papier de qualité. Un café, une invitation, une possibilité. Je ne sais pas, murmura-t-elle, serrant la note contre elle. Élise, dit doucement Madame Rousseau, parfois la vie nous offre des moments qui sortent de notre zone de confort. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. La matinée passa comme dans un brouillard. Élise rangea les livres mécaniquement, son esprit tournant et retournant la question. À midi, alors qu'elle s'apprêtait à prendre sa pause déjeuner habituelle, seule, avec un livre, elle aperçut Marion Duval et son groupe qui la pointaient du doigt en ricanant. Elle croit vraiment qu'un Delacroix pourrait s'intéresser à elle? La voix de Marion était suffisamment forte pour être entendue. C'est probablement un pari qu'il a fait avec ses amis riches. Ces mots auraient dû la blesser, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Élise repensa au garçon dans le lac, à ses yeux terrifiés quand elle l'avait attrapé, à la force qu'elle avait trouvée en elle ce jour-là. Elle sortit son téléphone, un vieux modèle qu'elle gardait pour les urgences, et composa le numéro inscrit sur la carte de visite de Julien. Ses doigts tremblaient, mais sa voix était étonnamment claire quand il décrocha. « Monsieur Delacroix, c'est Élise Fournier. Pour le café, je veux bien. » Il y eut un silence, puis la voix chaude de Julien. « Je suis heureux que vous appeliez, et s'il vous plaît, appelez-moi Julien. » Ils convinrent de se retrouver le lendemain dans un petit café près du parc Micaude, loin des regards indiscrets du centre-ville. Quand elle raccrocha, Élise remarqua que Marion et son groupe avaient disparu, mais cela n'avait plus d'importance. De retour à son chariot de livres, elle tomba sur un recueil de Verlaine, ouvert à ses vers, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus comme une feuille morte emportée par le vent. Elle avait choisi sa direction. Le soir, en rentrant chez elle, elle passa devant le lac Mico. Le soleil couchant teintait l'eau de reflets dorés, comme ce jour-là. Elle s'arrêta un moment, respirant l'air du soir. Dans son sac, la note parfumée au lilas semblait pulser doucement, comme un deuxième cœur, plein de promesses et de possibles.
Le café des artistes, niché dans une ruelle pavée près du parc Micot, était un endroit où le temps semblait ralentir. Ses petites tables en fer forgé et ses fenêtres art nouveau en faisaient un havre de paix loin de l'agitation du centre-ville. Élise y arriva 20 minutes en avance, son cardigan préféré serré autour d'elle, comme une armure. Mademoiselle Fournier, la propriétaire, une femme d'une 60aine d'années au sourire chaleureux, s'approcha d'elle. Monsieur Delacroix a appelé. Il a réservé la table du fond, près de la bibliothèque. Élise suivit la dame jusqu'à un coin intime de la salle, où une petite bibliothèque murale créait une atmosphère feutrée. Sur la table, un marque-page ancien attendait, orné de véritables fleurs de lilas séchées. « C'est arrivé ce matin pour vous », expliqua la propriétaire en le lui tendant. Les doigts d'Élise tracèrent délicatement les contours des fleurs pressées. Un nouveau message de Julien y était inscrit, pour marquer le début d'une nouvelle histoire. « Je vois que vous avez trouvé mon petit cadeau », dit une voix familière. Julien se tenait là, dans un costume plus décontracté que d'habitude, tenant 2 livres anciens sous le bras. Son sourire était différent de ceux qu'il arborait dans les magazines économiques. Plus doux, plus authentique. « Merci », murmura Élise, son regard alternant entre le marque-page et les livres qu'il portait. « J'ai pensé que nous pourrions commencer par un terrain familier », dit-il en s'asseyant et en posant les livres sur la table. Ce sont les premières éditions des Contemplations et des Feuilles d'automne de Hugo. Je les ai trouvées dans la bibliothèque familiale. Les yeux d'Élise s'illuminèrent. Sans réfléchir, elle tendit la main vers les ouvrages, ses doigts caressant les reliures avec révérence. L'édition de 1856, avec la préface originale. « Vous connaissez vos classiques ?» sourit Julien, fasciné par la transformation qui s'opérait chez la jeune femme dès qu'il était question de littérature. Pendant les 2 heures qui suivirent, ils parlèrent de poésie, de littérature, de leurs passages préférés. Élise oublia sa timidité, partageant avec passion ses analyses des métaphores de Hugo, tandis que Julien découvrait une profondeur d'esprit qui le laissait sans voix. « Comment avez-vous développé une telle connaissance ?» demanda-t-il, véritablement curieux. Élise hésita un instant. Les livres, ils ne jugent pas. Quand les autres enfants se moquaient de ma façon de parler, de mes gestes maladroits, je me réfugiais dans la lecture. Les mots devenaient mes amis, mes protecteurs. Julien posa doucement sa main près de la sienne sur la table. Et maintenant, elle leva les yeux vers lui. Maintenant, je commence à penser que peut-être certaines personnes peuvent être comme les livres, sans jugement. Au moment où ils se quittèrent, le soleil commençait à décliner. Julien insista pour la raccompagner jusqu'à la bibliothèque, où elle devait reprendre son service de l'après-midi. Sur le chemin, ils croisèrent plusieurs habitants qui les dévisagèrent avec étonnement. Mais pour une fois, Élise ne baissa pas les yeux. « Merci pour ce moment », dit Julien devant l'entrée de la bibliothèque. « J'aimerais qu'il y en ait d'autres. » Élise serra contre elle les précieux livres qu'il lui avait prêtés. « Moi aussi », murmura-t-elle, avant de disparaître dans son sanctuaire de papier et d'encre. La nouvelle de leur rendez-vous au Café des Artistes se répandit dans Besançon comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, le journal local publiait en première page « L'héritier Delacroix, un prince charmant moderne ». L'article, parsemé d'insinuations à peine voilées, décrivait Élise comme une modeste employée de bibliothèque aux manières particulières. Dans son bureau du Grand Hôtel, Julien froissa le journal avec colère. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, relations publiques du groupe, amis de la famille, tous voulaient savoir si l'héritier Delacroix avait perdu la raison. « Monsieur », intervint Sophie, sa secrétaire, « votre mère est ici. » Hélène Delacroix entra dans le bureau, élégante comme toujours dans son tailleur Chanel. « Julien, mon chéri, il faut qu'on parle. Maman, si c'est à propos d'Élise... »« Justement, » coupa-t-elle doucement s'asseyant face à lui, « j'ai fait des recherches sur elle. Tu sais qu'elle a été diagnostiquée ?»« Stop !» l'interrompit Julien, sa voix ferme mais calme. « Je ne veux pas connaître son diagnostic, ses évaluations ou quoi que ce soit qu'on ait pu écrire sur elle. Je la connais, maman, je la connais vraiment. » Hélène observa son fils avec attention. « Tu l'aimes déjà, n'est-ce pas ?
Julien s'approcha de la fenêtre, regardant les ouvriers travailler sur la façade de l'hôtel. Je découvre qui elle est, et chaque découverte me fascine davantage. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Élise faisait face à sa propre tempête. Les visiteurs habituels la regardaient différemment. Certains avec curiosité, d'autres avec envie, quelques-uns avec mépris. Marion Duval et son groupe avaient même créé un hashtag moqueur sur les réseaux sociaux. La belle est la bibliothécaire. Élise, appela Madame Rousseau pendant la pause déjeuner, venez dans mon bureau un moment. Le cœur battant, Élise suivit sa supérieure. À sa grande surprise, elle y trouva également sa mère, Claire, qui l'attendait. « Ma chérie, » commença Claire, « la presse commence à tourner autour de la maison. Il pose des questions sur ton enfance, sur tes particularités. Je sais que tu es forte, » ajouta Madame Rousseau, « mais es-tu prête pour tout ça ?» Élise resta silencieuse un moment, ses doigts jouant avec le marque-page au lilas séché qu'elle gardait toujours avec elle. Puis, d'une voix plus assurée qu'à l'ordinaire, elle répondit « Je ne suis pas un personnage de conte de fées, je suis juste moi. Et pour la première fois, quelqu'un me voit vraiment. » Claire prit la main de sa fille. « Mais le monde a toujours été cruel, maman, » dit doucement Élise. « La différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule pour y faire face. » À cet instant, son téléphone vibra. Un message de Julien. « Je viens de retrouver un exemplaire dédicacé des Misérables. Que diriez-vous d'une lecture au parc Micot ce soir, là où tout a commencé ?» Un sourire illumina le visage d'Élise. Madame Rousseau et Claire échangèrent un regard. Elle n'avait jamais vu une telle lumière dans ses yeux. « Tu sais, » dit Claire en serrant sa fille dans ses bras, « parfois les plus beaux romans sont ceux que la vie écrit elle-même. » Le parc Micot s'habillait des couleurs du crépuscule lorsqu'Élise y retrouva Julien. Il l'attendait près du lac, assis sur un banc, avec l'exemplaire des Misérables sur les genoux. En la voyant approcher, il fut frappé par sa démarche différente, plus assurée, comme si elle avait trouvé un nouvel équilibre. « J'ai apporté du thé, » dit-il en montrant un thermos et 2 tasses en porcelaine fine. « Earl Grey, comme dans les romans anglais. » Élise s'assit à côté de lui, laissant une distance respectueuse entre eux. « Les journaux, » commença-t-elle, « ne sont que du papier, » compléta Julien, « bien moins précieux que les pages que nous allons lire ensemble. » Il ouvrit le livre à la première page, où une dédicace manuscrite de Victor Hugo, lui-même, s'étalait en lettres élégantes. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent de surprise. « Comment avez-vous ?»« Une vente aux enchères à Paris il y a 3 ans, » expliqua-t-il. « Je l'ai achetée en pensant à la petite fille du lac, même si je ne savais pas encore qui elle était. » Le ciel s'assombrissait doucement, mais des lanternes s'allumèrent automatiquement autour d'eux, créant une atmosphère presque magique. Quelques promeneurs passaient, certains les reconnaissant et chuchotant, mais ni Élise ni Julien ne semblaient s'en apercevoir. « Voulez-vous lire ?» proposa-t-il en lui tendant le livre. Élise prit délicatement l'ouvrage et commença à lire à voix basse, sa voix devenant plus assurée à chaque phrase. Julien l'écoutait, fasciné par la façon dont elle donnait vie aux mots, comme si chaque syllabe était un joyau précieux. « Il y a toujours plus de misère en bas que d'humanité en haut, » lut-elle, avant de s'arrêter, pensive. « Qu'y a-t-il » demanda doucement Julien. « Ces mots, ils résonnent différemment aujourd'hui, » répondit-elle. « Comme si notre histoire défiait cette vérité. » Julien se rapprocha légèrement. « Peut-être que c'est ça, le vrai luxe. Pas les hôtels ou les costumes sur mesure, mais la liberté d'être soi-même, d'aimer qui on veut. » Un groupe de jeunes passa près d'eux, téléphones à la main, prenant discrètement des photos. Élise se raidit instantanément. « Nous pouvons partir si vous voulez, » proposa Julien protecteur. Mais Élise secoua la tête. « Non, c'est notre moment. Ils peuvent prendre autant de photos qu'ils veulent, ils ne captureront jamais ce qui est vraiment important. » Elle reprit sa lecture, sa voix plus forte cette fois, comme un défi lancé au monde. Julien sortit un carnet de sa poche et commença à dessiner distraitement. Sous son crayon, le profil d'Élise prenait forme, illuminé par les lanternes du parc. « Vous dessinez ?» s'étonna-t-elle en remarquant son croquis. « Un autre secret de famille, » sourit-il. « Mon père voulait que j'étudie l'économie, mais j'ai toujours aimé l'art. J'ai des carnets pleins de dessins d'architecture, de paysages.
Montrez-moi, demanda-t-elle doucement. Il lui tendit le carnet, et elle découvrit des pages et des pages de dessins. Le grand hôtel en cours de rénovation, les rues de Besançon, et même, sur les dernières pages, plusieurs esquisses d'elle à la bibliothèque. « Je vous ai observé plus souvent que vous ne le pensez, avoua-t-il. Vous aviez l'air si en paix parmi les livres. » La nuit était presque tombée maintenant. Dans le lac, les reflets des lanternes dansaient comme des lucioles sur l'eau sombre. Élise ferma doucement Les Misérables et, dans un geste qui les surprit tous les deux, posa sa tête sur l'épaule de Julien. « Merci, murmura-t-elle simplement. « Pourquoi ? Pour voir la beauté là où les autres ne voient que des différences. » Le grand hôtel de la Croix bourdonnait d'activités en ce matin d'automne. Une délégation d'investisseurs suisses était attendue pour une présentation cruciale du projet de rénovation. Julien, impeccable dans son costume gris anthracite, révisait une dernière fois ses notes quand son père fit irruption dans son bureau. « Tu as vu ça ?» Étienne Delacroix jeta un magazine sur le bureau. En couverture, une photo volée d'Élise et Julien au parc Micot, avec le titre « L'héritier et la bibliothécaire, un conte de fées moderne ?» Je ne vois pas en quoi ma vie privée... « Ta vie privée ?» coupa Étienne. « Les Suisses ont appelé ce matin. Ils s'inquiètent de ta stabilité. Une histoire d'amour avec une jeune femme handicapée. Ils pensent que tu traverses une crise existentielle. » Julien se leva lentement, ses yeux fixés sur son père. « Élise n'est pas handicapée. Elle est différente, oui, brillante, sensible, authentique. Et je ne traverse pas une crise. »« Alors prouve-le, » répliqua Étienne. « Les investisseurs seront là dans 1 heure. Montre-leur que tu es toujours le businessman qu'ils connaissent. » À la bibliothèque, Élise rangeait la section poésie quand elle entendit des rires étouffés. Marion Duval et ses amis lisaient le même magazine assez fort pour qu'elle entende. Sources proches du couple affirment que la jeune femme souffre d'un trouble du développement, citait Marion avec une joie malveillante. Les Delacroix seraient préoccupés par l'impact sur leur image de marque. Élise serra les poings, les mots de Verlaine résonnant dans sa tête. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Mais aujourd'hui, ce n'était pas de la langueur qu'elle ressentait, c'était de la colère. « Vous savez ce qui est vraiment triste ?» dit-elle soudain, sa voix claire et ferme, surprenant tout le monde, y compris elle-même. « C'est d'avoir besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. » Marion resta bouche bée, tandis que Madame Rousseau, qui avait tout entendu, s'approchait avec un sourire fier. Au même moment, au grand hôtel, la présentation battait son plein. Julien exposait les plans de rénovation avec son assurance habituelle, quand l'un des investisseurs leva la main. « Monsieur Delacroix, votre vision est impressionnante, mais permettez-moi une question personnelle. Cette histoire dans les médias... » Julien regarda les visages autour de la table, puis les plans étalés devant lui, des plans qu'il avait dessinés lui-même, inspirés par sa passion secrète pour l'art, des plans qui, comme Élise, défiaient les conventions. « Cette histoire dans les médias, reprit-il calmement, est celle d'une femme extraordinaire qui m'a sauvé la vie quand j'étais enfant. Une femme qui voit la beauté là où d'autres ne voient que des chiffres. Et si vous voulez mon avis professionnel, c'est exactement ce dont cet hôtel a besoin. » Un silence stupéfait s'installa dans la salle. Étienne Delacroix semblait sur le point de s'étouffer. « J'ai une autre proposition à vous faire, » continua Julien, sortant de nouveaux plans de son portfolio. « Et si, au lieu d'un simple hôtel de luxe, nous créions un espace culturel unique ? Un lieu où l'art, la littérature et l'hospitalité se rencontrent. Un endroit qui célèbre la différence au lieu de la craindre. » À sa grande surprise, les investisseurs se penchèrent en avant, intrigués. L'un d'eux, une femme d'une 50aine d'années, sourit. « Continuez, monsieur Delacroix, vous avez toute notre attention. » Ce soir-là, quand Julien retrouva Élise au Café des Artistes, ils avaient tous les deux des histoires de courage à partager. Et pour la première fois, leurs mains se trouvèrent naturellement sur la table, leurs doigts entrelacés, comme les pages d'un livre, qu'ils écrivaient ensemble. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et le grand hôtel de la Croix se transformait peu à peu.
Les échafaudages qui masquaient sa façade commençaient à disparaître, révélant une restauration qui mêlait habilement le charme d'antan aux touches contemporaines. Mais la vraie métamorphose se passait à l'intérieur. « Une bibliothèque ici », expliquait Julien à Élise alors qu'il parcourait l'aile est du bâtiment, avec des alcôves de lecture donnant sur le parc, et là, une galerie d'art où nous pourrons exposer des artistes locaux. Élise touchait les murs fraîchement peints, s'arrêtant devant les grandes fenêtres. « C'est comme si le bâtiment respirait enfin », murmura-t-elle. Les investisseurs suisses avaient non seulement approuvé le nouveau concept, mais ils avaient doublé leur participation. Un hôtel qui célèbre la culture et l'inclusion, c'est exactement ce dont l'industrie du luxe a besoin, avait déclaré leur représentante. Madame Rousseau, invitée à visiter le chantier, ne cachait pas son enthousiasme. « Élise, ils m'ont proposé de superviser la création de la bibliothèque. Et j'aimerais que vous soyez mon assistante principale. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Moi, qui mieux que vous connaît la valeur de chaque livre, de chaque lecteur ?» sourit la directrice. Dans son bureau, Étienne Delacroix observait les plans modifiés avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Hélène, assise face à lui, feuilletait les premières critiques dans la presse spécialisée. « Le grand hôtel Delacroix réinvente le luxe à la française », lut-elle. Un concept révolutionnaire qui marie l'excellence hôtelière à l'accessibilité culturelle. « Notre fils, » commença Étienne, « a peut-être compris quelque chose que nous avions oublié, » compléta Hélène. Le vrai luxe n'est pas d'exclure, mais d'inclure avec élégance. Dans la rue des Lilas, les choses changeaient aussi. Claire Fournier recevait maintenant des invitations pour les événements culturels de la ville. Et même Marion Duval avait cessé ses moqueries, impressionnée malgré elle par la transformation d'Élise. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur les derniers détails de la bibliothèque, Julien surprit Élise en train de réorganiser spontanément les livres d'art selon un système qu'elle avait créé. « Comment faites-vous ça ?» demanda-t-il, fasciné. « Les livres, ils me parlent, » expliqua-t-elle doucement. « Chacun a sa place, sa relation avec les autres. C'est comme une constellation. Il suffit de savoir regarder. » Julien s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Vous m'avez appris à regarder différemment, pas seulement les livres, mais tout. » Dans la pénombre de la bibliothèque en construction, entourée de cartons de livres et d'échantillons de tissus pour les fauteuils de lecture, ils échangèrent leur premier vrai baiser. Doux, timide, parfait. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Julien après un moment. Il sortit de sa poche une petite clé ancienne. « C'est la clé de la bibliothèque, la première copie. Je voulais que vous l'ayez. » Élise prit la clé, ses doigts tremblant légèrement. « C'est plus qu'une clé, n'est-ce pas ? » « C'est une promesse, » répondit-il, « celle que vous aurez toujours votre place ici, pas comme une employée, mais comme la personne qui a donné une âme à cet endroit. » À travers les grandes fenêtres, la neige commençait à tomber sur Besançon, transformant la ville en un paysage de contes de fées. Mais pour une fois, la vraie magie n'était pas dans le décor, mais dans ces deux cœurs qui avaient trouvé le courage de battre à l'unisson, défiant toutes les conventions. Le printemps s'installait doucement sur Besançon, et avec lui, l'effervescence des derniers préparatifs avant l'inauguration du grand hôtel. Dans la bibliothèque presque terminée, Élise dirigeait le placement des derniers ouvrages avec une assurance qui surprenait tout le monde, sauf Julien. « Mademoiselle Fournier !» l'interpella une jeune stagiaire. L'université de Dijon a envoyé une proposition. Il voudrait que vous donniez des conférences sur votre système de classification innovant. Élise leva les yeux des étagères, surprise. Son système, né de sa façon unique de voir les connexions entre les livres, avait attiré l'attention du monde académique. Madame Rousseau n'avait pas caché sa fierté en voyant son ancienne assistante devenir une référence dans le domaine. « Je pourrais vous accompagner, » proposa Julien, qui venait d'entrer. « J'ai quelques réunions à Dijon le mois prochain. » Leur relation avait évolué naturellement, comme les pages d'un livre qui se tourne sans bruit. Les regards désapprobateurs s'étaient transformés en curiosité, puis en admiration devant leur complicité évidente. Claire Fournier, qui participait maintenant au comité culturel du Grand Hôtel, observait sa fille s'épanouir avec des larmes de joie. « Tu sais, dit-elle un soir à Élise,
Quand tu étais petite, je m'inquiétais tellement pour ton avenir. Je ne voyais que les portes fermées. Je n'imaginais pas que tu trouverais quelqu'un qui t'aiderait à ouvrir des fenêtres. » Dans le bureau d'Étienne Delacroix, l'ambiance avait aussi changé. Les photos du chantier couvraient les murs, montrant non seulement la restauration architecturale, mais aussi les nouveaux espaces culturels. L'une d'elles montrait Élise expliquant son système de classification à un groupe d'architectes, son visage animé par la passion. « Tu sais, » dit Étienne à son fils, « ta mère m'a rappelé quelque chose récemment. Quand tu es tombé dans le lac ce jour-là, les médecins ont dit que quelques secondes de plus auraient tout changé. Cette jeune fille, Élise, elle n'a pas seulement sauvé ta vie, elle t'a donné la chance de devenir qui tu es vraiment. » Julien sourit, touchant distraitement les plans étalés sur le bureau. Elle continue à me sauver, d'une certaine façon, de la peur d'être différent, du poids des attentes. Le soir même, dans la bibliothèque silencieuse, Élise terminait de ranger les derniers livres quand elle trouva une enveloppe glissée entre deux volumes. À l'intérieur, un dessin de Julien. Elle, assise au bord du lac Mico, entourée de livres flottants comme des bateaux de papier. Et une note. « Tu m'as appris que les plus belles histoires sont celles qui défient les conventions. Dîner ce soir ?» Elle sourit, touchant du bout des doigts le dessin. Sur son bureau, un article du Monde titrait « Le grand hôtel de la Croix, quand l'amour réinvente le luxe ». Pour une fois, les mots des journalistes ne la dérangeaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre que le vrai luxe était dans ces petits moments. Un dessin caché entre deux livres, un sourire échangé par-dessus une pile de manuscrits, la liberté d'être soi-même. Dans le parc en face de l'hôtel, les premiers lilas commençaient à fleurir, leur parfum rappelant le début de leur histoire. Mais maintenant, ce n'était plus une fin qui s'annonçait, mais un nouveau chapitre qui s'ouvrait, plein de promesses et de possibilités inexplorées. La veille de l'inauguration du Grand Hôtel, une effervescence particulière régnait dans les rues de Besançon. Les journalistes affluaient de Paris, de Genève et même de Londres, attirés par ce concept novateur d'hôtel culturel inclusif. Mais dans la bibliothèque, Élise était concentrée sur un tout autre projet. Un programme de lecture pour les enfants neurodivergents, expliquait-elle à un groupe d'éducateurs spécialisés. Un espace où ils pourront découvrir les livres à leur rythme, sans jugement. Marion Duval, qui travaillait maintenant comme journaliste culturelle pour le quotidien local, prenait des notes avec attention. Son regard avait changé. L'admiration avait remplacé la moquerie. « Mademoiselle Fournier », demanda-t-elle pendant la pause, « accepteriez-vous une interview? Votre parcours pourrait inspirer beaucoup de gens. » Élise hésita un instant, puis sourit. « À condition que nous parlions aussi des enfants qui viendront ici. Leurs histoires sont plus importantes que la mienne. » Dans son bureau, Julien finalisait son discours d'inauguration quand Hélène entra, tenant un petit coffret ancien. « J'ai retrouvé ceci dans nos archives familiales, » dit-elle en l'ouvrant. À l'intérieur, une broche art nouveau en forme de lilas, sertie d'améthyste. Elle appartenait à ta grand-mère. Elle disait toujours que les vraies pierres précieuses sont les personnes qui nous font voir le monde différemment. Julien prit délicatement le bijou, ému. « Maman, ta grand-mère aurait adoré Élise, » sourit Hélène. Elle aussi était différente, comme on disait à l'époque. Elle peignait des tableaux que personne ne comprenait, parlait aux fleurs de son jardin. Mais elle a transformé cette maison en un lieu de création et de liberté. Dans la rue des Lilas, Claire préparait ses affaires pour déménager. Le grand hôtel avait aménagé plusieurs appartements pour le personnel culturel et elle avait accepté le poste de coordinatrice des événements artistiques. « Qui aurait cru, dit-elle à sa voisine, que ma petite fille étrange deviendrait la force créative derrière tout ça ?» Le soir, Élise et Julien se retrouvèrent sur le toit de l'hôtel, leur endroit secret depuis que les travaux étaient terminés. La ville s'étendait à leurs pieds, ses lumières scintillant comme des étoiles terrestres. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Julien, sortant la broche. « Elle représente plus qu'un bijou. C'est un héritage de femmes qui ont osé être différentes. » Les yeux d'Élise brillèrent de larmes contenues, tandis qu'il épinglait la broche sur son chemisier. « Tu sais, » murmura-t-elle, « quand j'étais petite, je pensais que les contes de fées étaient pour les autres.
Les filles comme moi ne devenaient pas des héroïnes. Tu avais raison, répondit Julien en prenant ses mains. Tu n'es pas devenue une héroïne de conte de fées. Tu es devenue quelque chose de bien plus puissant. Une femme qui change le monde à sa façon, en douceur mais avec détermination. En bas, les dernières décorations étaient mises en place pour l'inauguration. Des guirlandes de lilas naturelles encadraient l'entrée, leur parfum se mêlant à l'air du soir. Dans la bibliothèque, les livres semblaient attendre leurs futurs lecteurs, rangés selon le système Fournier qui faisait maintenant l'objet d'études universitaires. « Demain, dit Élise en se blottissant contre Julien, nous ouvrons une nouvelle page. Non, corrigea-t-il doucement, nous ouvrons un nouveau livre, et celui-ci, nous l'écrivons ensemble. Le jour de l'inauguration du grand hôtel de la Croix se leva sur une Besançon baignée de soleil. Dès l'aube, une foule élégante commença à se rassembler devant le bâtiment restauré. Journalistes, personnalités culturelles et habitants du quartier se mêlaient dans une atmosphère d'anticipation. Dans sa chambre de la rue des Lilas, Élise se préparait avec des gestes mesurés. Elle portait une robe bleu nuit, simple mais élégante, la broche aux lilas d'améthyste brillante à son corsage. Face au miroir, elle ne voyait plus la jeune femme timide qu'on appelait la retardée. Elle voyait une femme qui avait trouvé sa voie. « Tu es magnifique, dit Claire en entrant, les yeux brillants. Regarde ce que j'ai trouvé. » Elle tenait un vieux cahier d'école. Sur la couverture, une petite Élise avait écrit « Un jour, je créerai un endroit où tous les livres seront heureux. » Au même moment, dans son bureau du Grand Hôtel, Julien relisait son discours quand son père frappa à la porte. « Fils, commença Étienne, inhabituellement ému, avant que tout commence, je voulais te dire, ta mère et moi, nous sommes fiers, pas seulement du projet, mais de l'homme que tu es devenu. » L'inauguration commença par une visite guidée. Élise et Julien, main dans la main, conduisirent les invités à travers les espaces transformés. La bibliothèque, avec son système de classification innovant, suscita l'admiration générale. Les alcôves de lecture, pensées pour accueillir tout type de lecteurs, témoignaient d'une vision inclusive du luxe. Madame Rousseau, émue, serra Élise dans ses bras. « Vous voyez, les livres n'étaient que le début. Vous aviez tant à offrir au monde. » Marion Duval, qui couvrait l'événement pour son journal, s'approcha d'Élise. « Je voudrais m'excuser pour tout. Vous m'avez appris que la vraie force n'est pas dans la cruauté, mais dans la capacité à rester authentique. » Le moment du discours arriva. Julien monta sur l'estrade, mais au lieu de sortir ses notes, il prit la main d'Élise et l'invita à le rejoindre. « Le Grand Hôtel de la Croix n'est pas simplement un établissement de luxe, commença-t-il. C'est une déclaration, une promesse que la beauté peut naître de la différence, que l'excellence n'exclut pas l'humanité. » Élise, encouragée par son regard, prit la parole à son tour. « Quand j'étais petite, les gens me disaient que je ne trouverais jamais ma place. Aujourd'hui, je comprends qu'il ne s'agissait pas de trouver sa place, mais de la créer, de transformer les murs en ponts. » Dans l'assistance, Claire pleurait silencieusement. Hélène Delacroix lui serra discrètement la main, unis dans leur fierté de mère. Étienne, stoïque, essuyait furtivement une larme. Les portes du grand hôtel s'ouvrirent officiellement au public. Parmi les premiers visiteurs, un groupe d'enfants neurodivergents découvrait la bibliothèque avec émerveillement. Leurs yeux brillaient de la même lumière qu'Élise autrefois, quand elle se réfugiait dans les livres. « Vous voyez ?» murmura Julien à Élise, observant les enfants. « Parfois, les plus beaux contes de fées sont ceux qui réécrivent les règles. » La broche aux lilas scintillait sous les lustres arts nouveaux, symbole d'un héritage réinventé. Dans la bibliothèque, les livres semblaient murmurer leurs secrets à ceux qui savaient écouter, tout comme Élise l'avait toujours fait. 1 an après l'inauguration du Grand Hôtel, Élise se tenait devant l'amphithéâtre de l'Université de Dijon. Elle venait de terminer sa conférence sur l'inclusion culturelle et son système de classification révolutionnaire. Les applaudissements résonnaient encore dans la salle quand une jeune étudiante s'approcha d'elle. « Mademoiselle Fournier, dit-elle timidement, j'ai lu votre histoire dans les journaux. Je suis, comme vous, différente. Je ne pensais pas qu'une carrière dans la culture était possible pour moi. » Élise sourit, touchant instinctivement la broche aux lilas qu'elle portait toujours. « La différence n'est pas un mur, mais une fenêtre. »
Elle nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. De retour à Besançon, le Grand Hôtel était devenu bien plus qu'un établissement de luxe. Sa bibliothèque accueillait désormais des programmes éducatifs reconnus internationalement. Le système Fournier était étudié dans les écoles de bibliothéconomie, et les grandes institutions culturelles commençaient à adopter ces principes d'inclusion. Dans le jardin de l'hôtel, un nouveau projet prenait forme, un labyrinthe de lilas, conçu par Julien, où les allées suivaient le même principe d'interconnexion que le système de classification d'Élise. Les fleurs s'entrelaçaient comme les destins qui s'étaient croisés en ces lieux. « Tu te souviens, dit Julien un soir, alors qu'il se promenait dans ce labyrinthe, quand les gens disaient que tu mourrais seule, que tu étais trop différente pour être aimée ?» Élise s'arrêta près d'un bosquet de lilas en fleurs. Ces mots semblent venir d'une autre vie. Parce que c'était une autre vie, répondit-il doucement. Nous avons tous les deux changé. Tu m'as appris à voir au-delà des apparences, à trouver la beauté dans l'inattendu. Il sortit un petit livre de sa poche, une édition rare des Contemplations de Hugo. À l'intérieur, une page était marquée par un signet en soie mauve. « Lys », murmura-t-il. Élise ouvrit le livre à la page marquée et découvrit, calligraphiés à la main, ces mots. Dans ce jardin de mots et de fleurs que nous avons créé ensemble, veux-tu continuer à écrire notre histoire? Veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux, elle leva le regard vers Julien qui tenait maintenant un anneau serti d'une petite améthyste, assorti à la broche au lilas. « Oui, souffla-t-elle. 1000 fois, oui. » De l'autre côté du jardin, Claire et les Delacroix observaient la scène avec émotion. Ils avaient préparé une petite réception dans la bibliothèque où les livres semblèrent briller d'une lumière particulière. Plus tard dans la soirée, alors que les invités célébraient leur fiançailles, Élise s'échappa un moment sur le balcon. La ville s'étendait devant elle, paisible sous les étoiles. Elle repensa à la petite fille qui parlait aux livres, à l'adolescente qui se cachait des moqueries, à la jeune femme qui avait sauvé un garçon de la noyade. Chaque chapitre de sa vie l'avait menée ici, à ce moment où les différences n'étaient de plus des barrières mais des ponts, où l'amour n'était pas une question de normalité mais d'authenticité. Julien la rejoignit, enlaçant sa taille. « À quoi penses-tu ?»« À notre histoire, » répondit-elle. « Elle est comme ces livres que nous collectionnons, unique, précieuse et éternelle. » Dans le jardin en contrebas, les lilas dansaient dans la brise du soir, leur parfum montant jusqu'au balcon comme une promesse de bonheur. Les étoiles brillaient au-dessus de Besançon, témoin silencieux d'un conte qui n'était pas celui d'une princesse sauvée par son prince, mais celui de deux âmes différentes qui avaient trouvé l'une dans l'autre le courage d'être pleinement elles-mêmes.